Je crois qu'on est en live, c'est bon, on est en live, je pense. Je dis bonjour à tout le monde, bonjour à Maximilien, pour Bonjour voir à si on nous tous. entend. Eh ben, on nous entend. Il y a des fidèles participants, parce que Vivien est toujours le premier à dire bonjour le matin. Donc, merci Vivien. Et bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est une quarantaine, les personnes vont arriver progressivement. Salut Maximilien, comment ça va déjà? Très bien. Écoute, non, ça va très bien. Le moral est bon. Le moral de nos entrepreneurs et de notre équipe aussi est bon. Donc, voilà, moi, je suis plutôt un adepte de dire dans les situations difficiles, c'est là où on peut en sortir grandi. Donc, voilà, on est à la fois prudent dans la suite, mais à la fois optimiste sur, sur le monde de demain. Voilà. Donc, écoute, tout va Bah, bien. écoute, c'est tant mieux puisque plus que jamais il faut des optimistes dans cette période. Est-ce que du coup tu peux commencer par te représenter et présenter ce que fait Briga? Oui, carrément. Alors, donc, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager une heure et vous donner quelques retours sur la façon dont on voit les choses. Donc, moi, Maximilien, je suis un des trois cofondateurs du fonds Brega avec François et Benoît. Je ne vais pas parler de mon monde personnel, mais moi, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années, puisque que j'avais cédé entrepreneur de longue date. Je suis à la fois finalement VC, mais aussi je me sens autant entrepreneur que VC, puisqu'on essaye de faire grandir aussi notre histoire à travers Brega. Voilà, et les fonds, et pour vous dire un peu ce que fait Brega, on est un fonds de venture, site Serie A, on investit donc dans le digital, mais on est assez généraliste, donc on regarde pas mal de secteurs, de sujets différents, on peut regarder le B2C, mais évidemment aussi beaucoup le B2B, donc on est assez généraliste. On investit en France, mais aussi au UK, en Espagne, au Portugal, un peu partout en Europe. D'ailleurs, on a un bureau à Londres aussi, donc on est 18 personnes réparties, 2 personnes à Londres et 16 personnes en France. Voilà, donc on se décrit comme un investisseur international ou en tout cas pan-européen. On a fait quelques deals aussi aux États-Unis, mais ça, on fait des deals. Quand on fait des deals aux États-Unis, c'est de manière plus opportuniste. C'est pas vraiment au cœur de la stratégie d'investissement aujourd'hui. Site Serie A, ça veut dire qu'aujourd'hui, on regarde des investissements, des tours entre 1 et 10 millions, pour faire simple. Donc ça c'est plutôt les grosses Serie A et les plus petits tickets commencent à 1 million, dans lesquels on peut être lead ou co-lead. Voilà, on a 250 millions d'euros sous gestion, répartis sur 3 fonds, et on a commencé l'aventure Brega réellement à investir fin 2014, début 2015. Donc on est assez jeune, on n'a pas 10 ans ou 15 ans d'existence, on est assez jeune. Ce qui nous structure vraiment, et ça c'est les deux choses à retenir sur l'ADN de Brega, c'est pourquoi on a monté Brega, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, on voulait absolument que les gestionnaires de fonds et toute l'équipe d'investissement soient des entrepreneurs. Et ça, c'est ce qui est concret chez Brega. C'est-à-dire que les trois cofondateurs et toute l'équipe d'investissement ont un background d'entrepreneur. Donc aujourd'hui, quand vous parlez à Brega, vous savez que la personne que vous avez en face de vous, qu'elle ait eu une expérience longue ou plus courte en tant qu'entrepreneur, mais elle est passée par les étapes que vous vivez aujourd'hui avec son lot de succès et d'un succès aussi. Donc ça, c'est pour nous, c'est très important en termes d'expertise, de retour d'expérience et d'alignement avec vous tous. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième sujet, c'était pareil, c'était le constat qu'on avait fait il y a quelques années, et il est toujours vrai aujourd'hui, c'est de dire, quand on a un investisseur en seed ou en série A, ça nous semble indispensable d'apporter du support opérationnel on top de l'argent qu'on met. Et c'est vraiment vrai quand on est une jeune boîte, quand on est en seed, en série A, on est 7, 8, 10, 15, allez, 20 personnes, parfois un peu plus, mais on est très jeune et on a besoin de s'entourer, et l'argent ne fait pas tout. Et donc aujourd'hui, on a une équipe opérationnelle de 5 personnes à temps plein qui aide notre portefeuille sur les recrutements clés à faire, sur le bizdev, sur la construction de votre marque, puisque plus tôt on s'attelle à ça, plus on pense que c'est une bonne chose. Voilà, et sur le recrutement, on est vraiment organisé comme une usine de production à vos côtés. Donc, on produit des recrutements à vos côtés. Voilà, on fait beaucoup de choses sur cet aspect-là qui est très important pour vous permettre d'accélérer et d'utiliser avec le plus d'efficacité possible l'argent investi. Super Voilà. presse, j'ai mis le lien de Brega dans le chat. Je vous ai aussi réindiqué que vous pouvez évidemment poser toutes vos questions dans l'onglet questions, et j'essaierai de les intégrer dans mon flot de questions pour Maximilien. Si on résume, c'est un fonds généraliste site Serie A, très entrepreneurial dans l'ADN. Je peux le confirmer, hein, il y a beaucoup de fonds
qui se disent entrepreneurs first ou entrepreneuriaux, mais là, vraiment, dans l'ADN, comme tu l'as dit, c'est un fonds très entrepreneurial et généraliste, ce qui fait que ça me permet de te poser une première question. Vous avez des boîtes dans des secteurs totalement différents, qui ont été plus ou moins touchés par la crise. Comment vous avez vécu depuis le 16 mars, le confinement, et puis même un petit peu avant, quoi, depuis début mars, l'impact de la crise, et qu'est-ce que vous avez fait par rapport à vos participations? Alors, c'est vrai que comme on reste des investisseurs dans la tech et dans le digital, mais là-dessus, comme je l'ai dit, on est généraliste. Donc, c'est vrai que déjà, il y a vraiment, je dirais, le breakdown, il est assez simple. Ça se décompose en trois. Donc, en fait, sur notre portefeuille, il y a grosso modo 20% de nos participations qui souffrent beaucoup aujourd'hui, 15-20%, parce qu'elles sont soit dans le B2C. Je prends un exemple. Voilà, quand vous faites une participation qui marche très bien, mais qui aujourd'hui souffre du lockdown, ça s'appelle EMEA, qui est des travaux de marketplace, de travaux de rénovation à son domicile. Bon, bah, aujourd'hui, voilà, l'activité, elle s'est fortement dégradée en quelques temps, alors que c'est une participation qui marche très bien. Donc, forcément, on a aujourd'hui 15-20% de ce portefeuille qui est fortement impacté. Aussi, je crois, On a de 50, mémoire aussi. voilà, il y a Gymlib, qui est une marketplace qui permet d'aller passer du temps dans les salles de sport. Donc aujourd'hui, évidemment, le contexte fait que c'est très compliqué. Donc voilà, il y a certaines participations qui sont en B2B2C ou en B2C, ou même certains secteurs en B2B qui sont très impactés. Ça, c'est 20% de notre portefeuille à peu près. Il y a 50% sur lequel il y a un impact sur la top line de 20-30%, et il y a 20%, grosso modo, 20-25% qui, eux, sont plutôt encore avec des très hauts niveaux de top line, sans dégradation, voire même des augmentations, parce que, on y reviendra après, je pense, au cours de l'interview, mais des activités qui sont contre-cycliques ou simplement, c'est des business qui profitent de la mutation, de l'accélération de la mutation de business model. Voilà, quand c'est l'éducation, quand c'est la santé ou quand c'est le travail à distance, c'est des solutions qui permettent, qui vivent et qui bénéficient de cette forme de mutation et de changement qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est pour parler un peu de l'impact. Tu m'as posé la question de l'impact. Donc, le breakdown, il est réparti en trois, avec évidemment les secteurs comme le travel, l'hospitalities, le consumer au sens large, qui souffrent plus que quand tu fais une solution B2B de KYC à distance, puisqu'on investit récemment dans une solution de ce type. Donc, quand tu fais ça, bah, tu souffres beaucoup moins que d'autres secteurs, évidemment. Et la façon dont on a géré les choses avec notre portefeuille a fait un très gros travail, toute l'équipe d'Invest et l'équipe opérationnelle, pour d'abord essayer de faire des scénarios. En fait, c'est comment on allonge les budgets et le runway, donc comment on donne plus de temps à nos entrepreneurs, donc d'essayer d'avoir des runways à 18 ou 24 mois, parce qu'on est convaincu, nous, chez Breya, que la crise, elle commence juste maintenant. Ça va être une lame de fond qui va être violente sur 2020 et 2021. Donc, comment on fait déjà pour dire, d'un point de vue liquidité, trésorerie, comme on travaille sur les budgets et l'allongement des runways. Et pour le faire, ce n'est pas des scénarios dans le dur, en fait. C'est toujours des scénarios débrayables. On essaye de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on doit monitorer, mettre sous contrôle en termes de KPI, top line, marge, ça peut être croissance endémique, peu importe, qu'on veut avoir dans 2-3 mois ou dans un mois. Et en fonction de l'atteinte ou pas de ces KPI, est-ce qu'on débraye des scénarios très protecteur sur le cash ou moins protecteur, en essayant de ne pas détruire les assets. Donc, c'est sans détruire les assets, ça c'est important, mais est-ce qu'on met des scénarios plus protecteurs sur la trésorerie de la boîte et plus conservateurs sur la croissance en fonction des KPI qu'on va atteindre. Donc, en fait, tout notre portefeuille, ça c'est quand même un gros travail de fond, ça ne prend pas juste quelques jours pour le faire, c'est de dire quels sont les 2-3 scénarios, avec un scénario qui peut être average pessimiste, un scénario très pessimiste ou pessimiste, et puis un scénario qui est un scénario plutôt de reprise, où quand les voyants commencent à se remettre un peu au vert, ben on va pouvoir recranter un modèle de croissance. Voilà, ça c'est ces 3 scénarios, et qu'on essaye de débrayer en fonction de l'atteinte de KPI, et qu'on met sous contrôle de manière récurrente tous les mois, 2 mois ou 3 mois, ça dépend. Ok, jusque-là, on va dire que c'est une réaction assez classique sur le cash is king. Les décisions, c'est de protéger le cash de la boîte un maximum. J'ai une première question pour toi qui n'a plus du tout lieu sur le rôle d'investisseur ou d'operating, mais qui est plus sur ta vision sur l'écosystème. Hier, avec Carlos Diaz au webinaire, on se disait, en France, on n'est pas prêt à fermer des boîtes. On n'est pas prêt à assumer qu'une boîte puisse fermer, et on veut les sauvegarder à tout prix
personnellement, j'étais plutôt dans l'aspect French Tech et on parlait même de colbertinisme, tu vois, ça allait très loin. Dans l'aspect sauvegarde de la French Tech, tu vois, des boîtes, même qui sont à l'arrêt, pourraient repartir. Donc, si on fait des PGE, des prêts, du financement moyen terme et qu'on attend une reprise, même si c'est dans 18 mois, au moins on aura sauvegardé des emplois et on n'aura pas fermé la boîte. Mais est-ce qu'en France, en fait, on est prêt à fermer des boîtes? Est-ce que les fonds sont pas trop protecteurs aussi de leur participation pour leur performance, à essayer à tout prix de sauver des boîtes qui, en fait, n'ont plus d'avenir, quoi, déjà? Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, tous les dispositifs gouvernementaux, c'est une mise sous cloche. C'est-à-dire, tu dis, bah, en fait, je fais des décalages de paiement de charges, j'ai le PGE, j'ai du chômage partiel, j'ai de l'accélération du paiement du CIR. Donc, ça permet, finalement, c'est de dire aujourd'hui, il y a une situation, personne n'a de boule de cristal. Je pense que le gouvernement a à la fois été très réactif, mais n'a pas une vision claire sur les mécanismes plutôt et mid-terme ou long terme. Et on a dit, bon, on met sous cloche. Et c'est vrai que ça résout pas du tout le problème. C'est-à-dire que là, ça décale le sujet à fin d'année ou à l'année prochaine, mais le sujet va se trouver. Et c'est pour ça que je pense que 2021 va être extrêmement dur économiquement, plus dur que cette année. Là, on met un peu sous cloche, et on a été assez réactif pour ça, mais la question elle est légitime de dire, est-ce qu'il faut activer systématiquement pour tous ces mécanismes? Alors, il y a une réponse très pragmatique, c'est quand tu y as accès, tu l'utilises. Ouais. Donc déjà, les entrepreneurs, l'entrepreneur, il est en mode survie. Pour ceux qui souffrent énormément, qui ont des problèmes de trésorerie dans les 6 ou 9 mois qui viennent, oui, première chose, c'est on le met en place parce que on veut se sauver et on veut durer le plus longtemps possible. Ça, c'est une réaction très humaine, en fait, et très naturelle de tous nos entrepreneurs sur le portefeuille. Et les fonds, on fait la même chose. C'est-à-dire d'avoir de la casse maintenant alors que tu peux déporter le problème. Et comme on manque de vision sur les évolutions des business models, sur l'évolution macroéconomique, eh bien en fait, tu dis je recule pour mieux sauter, ou pour pas sauter, mais en tout cas, je déporte un peu le problème. Donc on est tous dans cette posture. Maintenant, est-ce que il faudrait pas être plus assertif sur des business models ou des secteurs dont on sait qu'ils sont condamnés? Peut-être, mais encore une fois, aujourd'hui, il y a quand même encore une vraie incertitude sur la façon dont on a des idées. Moi, j'ai des idées très personnelles sur la mutation des habitudes de consommation, des usages, la façon dont le consommateur va aussi consommer du loisir ou se déplacer ou vivre avec son prochain, donc ou l'éducation ou la santé. Mais c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Donc, oui, la question, elle est légitime. Je pense que ça va se rationaliser dans les 3-4 mois quand on aura des idées un peu plus claires. Ouais. Écoute, c'est bien, j'ai une de mes filles qui vient, comme d'habitude, se renseigner. On a cet aspect justement cash dont tu parlais, si on revient dessus, et puis ça me permet de répondre aussi d'intégrer la question d'Hugues. Comment vous avez, est-ce que vous avez déjà prévu de faire des bridges? Est-ce que vous avez conseillé les boîtes sur l'aspect prévisionnel financier? Si on parle de ton rôle d'investisseur et du rôle d'investisseur de Brega, Ouais. quelles décisions vous avez prises là déjà ou vous comptez prendre? Alors, oui, comme je disais, on a fait ce gros travail de budget review avec tout notre portefeuille pour d'abord, alors la méthode qu'on a faite, c'est très important, c'est avant de travailler sur je vais mettre du cash par des bridges ou par du PGE, c'est déjà travailler sur les OPEX. Donc, aujourd'hui, j'ai des impacts business que j'estime, soit que je factualise parce qu'à un instant T, je vois que j'ai des pertes et j'ai des impacts business lourds, donc ça, je les modélise à un instant T. Et puis, les autres, sur le moyen terme, c'est quelles sont mes prévisions. Donc ça, c'est un exercice compliqué. C'est pour ça que je disais qu'il faut faire souvent des scénarios débrayables en fonction de KPI, de milestones qu'on atteindrait ou pas sur la top line. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit quelles sont déjà la rationalisation de mes OPEX, de mes coûts. Évidemment, ça peut être sur les équipes, ça peut être sur mes budgets marketing, ça peut être sur le fait de dire que je voulais lancer une autre géographie. Donc, il y a plein d'aspects sur lesquels on peut travailler. Mais ça, c'est le cœur du sujet, sans détruire les assets. Parce que
dire je ne change pas grand-chose sur mes coûts, mais je vais rajouter de la dette ou je vais rajouter des outils de financement, je ne pense pas que ce soit la bonne approche. D'abord, il faut travailler sur rationaliser, essayer de dire peut-être d'atteindre des horizons de profitabilité ou des horizons de marge plus rapides, ou en tout cas en étant plus cash efficient qu'on le faisait avant. Donc, c'est essayer de créer et de définir ce genre de budget. Je pense que c'est l'approche la plus saine pour le faire en temps de crise, sachant qu'on n'a pas de visibilité claire sur la durée. Et après, en effet, pour mettre du renouet en disant, bah, moi, je pense que la crise va durer 12 mois, 18 mois, certains de nos entrepreneurs pensent que c'est 24 mois, on essaye de dire, voilà, on va gérer ça en rajoutant des outils de financement. Et donc ça, c'est vraiment des approches et du travail qu'on a fait main dans la main avec tout notre portefeuille. Donc ça se fait en plusieurs itérations, bien sûr, et avec le board quand il y a aussi d'autres board members. Donc ça, c'est un travail fondamental à effectuer. Donc ça, très clairement. Après, sur tous les outils que tu as cités, bon, le PGE, nous, on a des très bons retours, c'est-à-dire qu'on l'a activé. C'est Olivier qui est operating partner chez nous et responsable de toute l'équipe Ops, qui fait un travail formidable pour être vraiment extrêmement diligent auprès de tous nos partenaires banquiers qu'on connaît très bien, pour vraiment faciliter le passage des dossiers et le succès de ces dossiers-là sur les PGE. Donc ça, on a des très bons retours. Donc ça marche, hein. Mon premier message, c'est que ça marche. Je pourrais donner les ratios par rapport au plafond pour avoir un bon niveau de succès sur ces PGE, mais ça marche. Et évidemment, on envisage aujourd'hui des bridges aussi, plus que pour compléter. Mais je dirais que vraiment sur le court moyen terme, on n'a pas vraiment besoin de le faire. Parce que si on a bien travaillé sur ces coûts et ensuite avec l'instrument PGE, normalement, ça purge facilement les 12-15 mois qui viennent. Donc vraiment faire des bridges en equity, là, très court-termiste, en fait, sincèrement, on n'a pas à le faire sur notre portefeuille. La question se pose plutôt à 12 mois et plus. Tu as l'opportunité peut-être d'avoir une possibilité de faire peut-être des comptes courants d'associés, du BSR, de l'OC, de l'equity. Vous restez ouvert quoi, pour votre portefeuille de toute façon. Exactement. Nous, on aime bien, quand on est déjà investisseur, on aime bien faire un compte courant d'associé, basiquement. Voilà, c'est simple. On fait un compte courant d'associé avec des conditions, je ne vais pas détailler là, mais des conditions qui se rapprochent des OC, mais au moins on n'a pas à faire mettre en place un outil qui s'appelle OC ou BSAR. Donc on fait usuellement du compte courant d'associé. Vous faites la gestion de cash opérationnelle avec vos entrepreneurs. Et justement, du coup, sur cette question qui est assez intéressante, on a appelé au secours les banques. D'ailleurs, il y a quasiment 65 milliards qui ont été déployés chez les startups. De nous, ce qu'on voit, il y en a quand même beaucoup qui ont sollicité le PGE pour des sommes assez importantes, puisque le PGE, généralement, dans les premières stats qu'on a, c'est plus de 30 000 entreprises financées et le financement moyen, c'est 50 000 euros. On a des entreprises dans la tech et dans les startups qui ont entre 500 et 1 million d'euros de PGE, c'est du prêt. Est-ce que c'est le cas chez vous et comment vous gérez cet argent qui n'est pas du capital, c'est de la dette, il va falloir le rembourser. Donc, dans l'utilisation de ce cash, c'est un matelas, c'est quoi la philosophie quand on a un PGE et qu'on est une startup qu'il faut avoir? Alors, c'est une très bonne question. Encore une fois, c'est pas automatique le PGE. C'est-à-dire que moi, sur des boîtes que je suis en direct, donc et dans d'autres boîtes, dans tout le portefeuille Brega, on n'a pas systématiquement fait recours au PGE. Il y a des situations où on n'a pas eu besoin, et donc on ne le fait pas. Ça reste quand même un outil qui est là pour compenser un trou dans un budget. Il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que si on considère qu'on a besoin de faire un budget sur un runway qu'on réétale à 18 mois ou à 24 mois, si on considère qu'on n'a pas besoin du PGE, c'est pas la peine d'aller le mobiliser. Si on considère qu'on n'est pas capable de passer les 9, 12 ou 15 mois sans ça, il faut le mobiliser, sachant que les conditions, elles sont aujourd'hui connues, arrêtées. Et là, c'est un point de vigilance, c'est soyez vigilants parce que le taux du banquier qui sera appliqué à 12 mois n'est pas vous le mobilisez, de connaître les conditions de remboursement éventuelles si dans 2-3 mois avant la date exécutoire du T0 plus 12 mois, eh bien, vous avez un taux qui est délirant. Je pense que ça ne sera pas le cas parce que c'est sous contrôle, le gouvernement fait attention, mais il y a quand même des incertitudes liées au PGE. Et donc, en effet, même si vous avez une franchise sur les remboursements, au bout d'un moment, ça sera exerçable. Donc, c'est aussi un arbitrage à faire par rapport à la structure de trésorerie de la boîte.
Donc moi, mon message, c'est que c'est pas systématique, ça doit pas l'être, mais c'est un bel outil. Et quand on veut, sur certains budgets, vraiment avoir une capacité à durer sur une échéance par exemple 18-24 mois, ça peut être intéressant et c'est un bon outil pour y arriver. Ok. D'ailleurs, je le remets, mais on a généralement les entrepreneurs aussi qui sont peu aguerris au financement bancaire, ne savent même pas forcément calculer un échéancier bancaire. On a fait un template que je remets dans le chat pour calculer son échéancier bancaire, parce que en fonction du taux, du montant et de la durée de l'emprunt, c'est quand même assez différent. Il faut l'intégrer. Si on parle un peu de l'activité deal flow, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous voir, qui nous posent des questions. Il y a un deal flow encore très important dans l'écosystème et j'espère qu'il ne va pas se ralentir, que les financements vont être différents. Mais est-ce que justement, un entrepreneur qui démarre aujourd'hui, quand est-ce qu'il va pouvoir compter sur une levée de fonds, même Brega, hein, est-ce que vous regardez le deal flow? Quand est-ce que vous allez potentiellement réinvestir dans des boîtes? Et si c'est plus compliqué, parce que tout le monde sait que ça va être plus compliqué, plus long, quels sont les modèles du coup de financement qu'un entrepreneur peut privilégier pour les 24 prochains mois qui vont être assez compliqués? Ça a juste coupé quand tu as dit la fin de ta question, c'est sur les modèles, c'est ça, les modèles que l'entrepreneur doit Ouais, le privilégier, modèle c'est de ça? financement, on était sur un modèle de financement par la croissance et l'accès aux capitaux assez simple du venture, par le nombre de capitaux disponibles et de fonds disponibles. Aujourd'hui, il va falloir être un peu plus ingénieux et même la BPI, nous, personnellement, sur Eldorado, on anticipe une grosse baisse du financement de la BPI à partir de l'été, puisque les vannes ont été ouvertes ce début d'année, mais ne seront pas illimitées. Et le financement bancaire a été déjà largement sollicité. Donc, quand je suis un entrepreneur et que je démarre une activité, ou une entrepreneur et que je démarre une activité, le modèle de financement va être un peu différent de ce qu'on a connu ces dernières années, quoi. Oui. Alors, pour répondre déjà sur la question sur Brega, ça c'est un cas très concret, nous, on avance comme avant. Alors, comme avant, modulo le fait qu'on est tous en télétravail, mais l'équipe d'investissement avance comme avant, c'est-à-dire on fait un maximum d'efforts pour le sourcing, inbound ou outbound. On voit toujours beaucoup de dossiers d'entrepreneurs, moins, certes. Il y a quand même une diminution, je pense, de 30% en volume du deal flow. Donc, il y a quand même une diminution, un ralentissement. C'est aussi lié au fait qu'on peut moins faire notre métier comme on avait l'habitude de le faire avant. Donc, aussi que les investisseurs et les entrepreneurs, on se réinvente sur notre façon aussi d'échanger et de partager des visions sur des projets pour accéder à du financement. Mais en tout cas, on n'a pas ralenti. Et d'ailleurs, on avait signé 2 term sheets juste avant le lockdown, mais c'est vraiment quelques jours avant, des deals qu'on a fait, qu'on est en train d'exécuter et dont les fonds vont être versés, qui ont été versés il y a quelques jours, et certains d'autres fonds vont être versés là dans les jours qui viennent. Donc ça, c'est un premier message fort que je vais passer, c'est que nous, on n'a pas droppé, on a honoré les contrats qu'on avait signés, avec bien sûr une notion de prix qui est plus aléatoire maintenant, mais on a décidé de le faire, voilà, d'assumer. Et sur la période actuelle, on a des dossiers qui avancent très bien sur des premiers meetings qu'on a fait quelques jours après le lockdown. Voilà. Donc ça, c'est des exemples très concrets aussi. La seule chose qu'on s'est fixé, mais encore une fois, ça peut être débrayable en fonction de la situation sanitaire, c'est de dire, on ne fera pas un chèque tant qu'on n'a quand même pas passé peut-être 1 heure ou 2 en physique avec l'entrepreneur. On peut faire plein de visios sur toutes les thématiques à aborder, passer du temps ensemble à travers des visios, mais on se dit encore que c'est peut-être sain, et pour l'entrepreneur et pour nous, de quand même de se voir un peu en physique juste avant de signer le pacte. Voilà. Mais encore une fois, si cette situation sanitaire, là, pour l'instant, bon, on a des perspectives encourageantes, en tout cas sur le déconfinement et sur le fait de pouvoir échanger en physique à nouveau au mois de mai, au mois de juin, enfin plutôt vraisemblablement au mois de juin. Mais si la situation sanitaire devait ne pas s'améliorer, on s'adapterait. C'est-à-dire qu'on serait bien obligé de faire des deals aussi et de prendre un peu plus de risques sur dire tant pis, on n'a pas vu les entrepreneurs en physique, mais on estime que voilà, la situation, on doit quand même continuer à faire notre métier. Donc ça, c'est un message important que je vous passe parce que c'est la façon dont on opère et c'est la façon dont on fait les choses. Il y a pas mal de confrères qui sont sur la même. J'allais te poser une double question sur ce sujet, sur les deals en cours et les deals à venir.
sur les deals en cours, on a l'impression qu'il y a une grosse communication omerta sur les pratiques mauvaises des fonds, à la différence des autres, ce qui vous encourage aujourd'hui à dire non, nous on a respecté les deals, on a respecté ce qu'on a dit dans les termes, on n'a pas revu les valos, etc. Parce qu'on sait que la réputation et les performances sont les deux indicateurs importants pour les fonds. Mais il y en a, la réputation est mauvaise. Il y a Jean de Kima qui fait une espèce d'omerta sur les mauvaises pratiques des fonds. Il y a même un article du Figaro qui est sorti hier que je vous invite à regarder qui a même été retweeté par Cédrico qui a dit en tweetant le secrétaire d'État numérique, les fonds qui ont eu des pratiques mauvaises pendant la crise, on va revoir la copie avec eux de l'investissement public, donc de la BPI, de l'activité fonds de fonds qui a été faite avec eux par le passé ou pour le futur. Donc, on est un peu sur première question que j'ai à te poser, sur un truc un peu, on a beaucoup de fonds, mais plus que jamais, la réputation est importante et pendant cette période, elle est importante. Est-ce que toi, tu as vu des pratiques un peu douteuses, etc. Et qu'est-ce que tu penses de ça, de la fait que la marque des fonds est maintenant importante sur ces pratiques? Alors, sur la réputation, c'est indéniable, c'est extrêmement important. Ça fait partie, ouais, je ne veux pas te paraphraser, tu as résumé, c'est réputation et performance. Et la réputation, elle est vraiment très importante pour durer dans le métier. Et si tu veux, nous, notre intérêt en tant que VC, pragmatiquement, c'est d'attirer les best in class. Et si tu veux financer les meilleurs, l'aspect réputationnel est absolument primordial. Et en effet, ensuite, normalement, ça devrait se traduire par de la performance, qui est plutôt un sujet de LP. La réputation, c'est un sujet sur l'écosystème et plutôt un sujet de LP. Voilà, donc ça, c'est clé. Alors, moi, oui, j'ai vu des pratiques douteuses. Un fonds qui a verbalisé l'entrepreneur qui baissait la valo de 30% parce que la bourse avait dévissé de 30%. Bon, ça, c'est... Là, voilà, c'est un message qui, moi, je trouve assez incompréhensible parce que c'est pas du tout les mêmes classes d'actifs, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est juste, on peut juste pas comparer les choses. En tout cas, de le verbaliser comme ça, c'est assez ubuesque. Voilà, et puis il y a aussi des fonds qui ont droppé des term sheets dès que le lockdown a été prononcé. Je comprends qu'il peut y avoir un effet peur, je sais pas où je vais, et aussi une peur. Mais je le dis, c'est vrai que les valos étaient quand même très élevés. Donc là, d'honorer des deals maintenant sur des prix d'avant, ça demande, il faut le faire, quoi. C'est ça. Voilà, parce que moi, je sais très bien que sur des deals, le prix maintenant n'était pas le même il y a 8 semaines. Donc on l'a fait parce que on a voulu tenir nos engagements, on a voulu envoyer des messages clairs au marché aussi. Mais c'est pas forcément évident. Et après, il y a un autre sujet. Alors, le truc, c'est qu'au départ, mais je crois que tu voulais qu'on en parle aussi, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais c'est le sujet avec nos LP, nos investisseurs. Il y a le sujet aussi de l'argent des LP, disponible chez les LP, les capital calls, c'est est-ce que les LP vont pouvoir. Donc, un investisseur qui drop une term sheet, soit ça peut être quelqu'un qui a une mauvaise éthique, et c'est pas forcément quelqu'un qui a une mauvaise éthique. Enfin, je veux dire, il faut toujours être mesuré parce que des fonds, des structures de LP différentes, et certains, pareil, je ne vais pas faire les citer, certains VC vont souffrir beaucoup plus que d'autres sur les appels de fonds de leur LP. Voilà, parce que ils ont naturellement des LP qui sont plus exposés à la crise que d'autres. Voilà, quand vous avez beaucoup de fonds, beaucoup de LP qui sont des corporates, vous êtes nativement plus exposé que si vous avez beaucoup d'institutionnels ou même si vous avez plutôt des individus. Ça, je pourrais y revenir pourquoi. Et donc, parfois, il peut y avoir une réaction de dire, moi, je sais que je vais être super exposé, j'ai peur pour mes capital calls. Là, c'était un gros deal avec une valo élevée, je me sens pas de l'assumer parce que j'ai peur pour mes clients, en fait. Donc, il peut y avoir ou des mauvaises pratiques, ou parfois, pas que des mauvaises raisons non plus. Voilà, il faut pas condamner tout le monde trop vite. Il faut, attention, parce que j'ai Jean, je réinterviewerai la semaine prochaine justement sur le sujet, parce que moi, je trouve ça un peu facile parfois de taper et ça fait un peu balance ton VC, quoi. C'est vrai. Parce qu'il y a aussi une sorte de compréhension. Il y a un modèle économique des fonds.
il y a un changement de paradigme énorme. C'est bien de respecter son engagement, c'est tout à l'honneur de fonds comme vous, etc. C'est pas anormal de revoir peut-être la copie sur certains aspects, mais c'est plutôt la manière dont je pense que Jean et certains mettent en avant, quoi. Dropper une term sheet et juste dire bon courage, à bientôt. C'est pas la bonne manière de faire. Donc je pense que c'est sur ces sujets aussi de comportement qui sont. Ah, mais je suis 1000% d'accord. C'est-à-dire que, de toute façon, je suis enfin, là-dessus, je suis d'accord avec Jean, hein. Je pense que c'est comme tout. Si on drop, il y a un devoir de faire comprendre pourquoi et d'expliquer et de prendre le temps de le faire. Ouais. Après, c'est un exercice de communication. Dans les cas, et je pense savoir quoi faire référence aux gens sur quelques sujets, c'est la forme a été scandaleuse. Ouais. Donc, quand la forme, déjà le fond, ça fait pas plaisir, c'est dur. Et quand la forme est pas au rendez-vous, là, c'est inacceptable. Ouais. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein. Il y a des deals où c'est pareil, c'est facile. Sur les 2 deals dont je parle, il y a un deal dont on sait qui va plutôt être dans les 20% qui vont être pas trop impactés. Donc là, c'est pas compliqué d'honorer ce deal-là. Ce qui est plus dur, par contre, pour le deuxième, là, on sait que il va y avoir de l'impact. On a retravaillé d'ailleurs des plans Covid avec l'entrepreneur tout de suite pour essayer de voir, voilà, en disant je t'avais vendu ça en top line, je pense que ça va être divisé comme ça. Bon, c'est pas grave, on y croit. Sur le long terme, on croit à ta vision. Ça va être dur, mais on te soutient, on y va. Et on a d'ailleurs mis plus d'argent. Pour dire les choses, on a mis plus d'argent. Pour dire, voilà, exactement. Donc, chaque cas est différent. Voilà, c'est toujours plus facile d'être au secours de la victoire. Et parfois. Sur les LP aussi. Et d'ailleurs, je voulais juste reposer rapidement la question, c'est qui sont vos LP? Est-ce que vous aviez prévu ou vous allez prévoir de faire une nouvelle génération de fonds chez Brega aussi? Si vous pouvez communiquer dessus. Ouais, alors nous, on a eu cette chance-là, entre guillemets, c'est qu'on a levé notre 3e fonds en juin l'an dernier, donc qui fait 100 millions. Donc on a un fonds tout neuf pour investir en seed série A, mais plutôt en seed sur ce fonds-là. Nos LP, pour te répondre de manière très transparente, on a des institutionnels de renom comme BPI France et comme l'EIF, et on a pas mal d'instits aussi comme des banques, des assureurs, et historiquement, parce que c'était notre réseau, on a beaucoup d'individus, voilà. Donc des entrepreneurs sur plein de secteurs ou métiers différents qui ont mis parfois des gros tickets. Voilà, on a quelques corporates, mais c'est assez marginal chez nous. Voilà. Donc c'est plutôt ça notre structure. Tu vas, je pense, recevoir des milliers de deal flow vu que vous avez de l'argent à dépenser pendant ces 7 à 10 prochaines années. Et encore un peu moins même. Si on reparle un peu du deal flow, justement, ça me permet de me faire une propre transition à ma propre question. Il y a un article que je repartage aussi qui est de Fred Destin, donc il est un peu précis sur les termes des deals, et j'aimerais un peu avoir ton avis là-dessus, où il dit, voilà, ça va être the return of the barbarians, donc le retour des barbares. Il y a un changement de paradigme qui est fait, c'est-à-dire qu'avant, les entrepreneurs, pendant ces 5 ou 10 dernières années, on avait un peu plus de pouvoir face aux investisseurs, notamment dans les conditions, on parle des valos, mais si on parle des conditions des deals, un entrepreneur qui recevait 10 term sheets pouvait aussi négocier son lever, la dilution, la gouvernance, la liquidation préférentielle, etc. Là, l'argent va être présent, mais plus difficile à obtenir, pas plus rare, mais plus difficile à obtenir. Et est-ce qu'il va y avoir, selon toi, alors vous n'êtes pas un opportuniste, vous, mais est-ce qu'il va y avoir aussi des comportements de fonds qui vont profiter de cette crise et cette période pour se protéger encore plus, voire de remettre des clauses qui avaient disparu ces dernières années? Est-ce que tu penses que ça peut arriver, ça? Alors oui. À la question, est-ce que je pense que ça peut arriver? Oui. La question, c'est est-ce que ça peut arriver dans des grandes proportions? Je ne pense pas. Parce que tu as dit quelque chose de très important, c'est la réputation. Et il y a quand même un shift fort sur la façon de faire du venture par rapport à il y a encore 5-6 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, la réputation est quand même clé. Elle est au centre des choses. Et il y aura toujours et puis on sait très bien, enfin, très souvent,
c'est dans les millésimes, c'est dans les millésimes de crise qui sont les meilleurs. Donc, il y a des opportunités d'investissement qui sont bonnes parce que il va y avoir des accélérations sur des business models et donc des entrepreneurs vont pouvoir vraiment innover. Et il va y avoir vraiment un aspect innovation, je pense, très fort. C'est une fantastique opportunité pour l'innovation, hein, finalement. Enfin, je suis persuadé de ça. Et donc, des histoires incroyables peuvent s'écrire. Et donc, ces entrepreneurs-là, ils auront toujours quand même envie de partir avec les fonds qui vont leur permettre de gérer au mieux leur croissance. Et évidemment, pour y aller, ils vont privilégier aussi la réputation et la bonne réputation des fonds. Donc, je pense que ces comportements-là, ils vont exister. Mais statistiquement, je pense que, je ne veux pas dire qu'ils sont marginaux, mais ça ne sera pas la majorité. En tout cas, les fonds Tier 1, les fonds VC Tier 1, ils feront pas ça. Ils feront pas ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un rééquilibrage. Moi, je préfère le dire comme ça. La force de négo était plutôt dans la main des entrepreneurs. Je pense que là, ça va se rééquilibrer. Moi, je dirais plutôt un rééquilibrage, mais des clauses fantaisistes inacceptables, je ne pense pas que ça existe, ou alors très à la marge, mais pas par les fonds Tier 1. Que tout le monde se pose là, les drops de valorisation. Vous, est-ce que votre manière de faire des deals va évoluer dans la manière dont vous allez regarder une boîte? Je te demande par là si vous allez regarder, par exemple, qu'elle ait des fondamentaux plus forts qu'avant la crise, sur les associés, le produit, le marché, les KPI clés, ou est-ce que vous allez continuer à faire aussi avec l'intuition qu'on connaît chez les VC et l'analyse que vous aviez avant? Et du coup, quel prix, est-ce que le prix que vous allez payer va évoluer ces prochains mois pour un deal par rapport à il y a un an, quoi? Question compliquée, ça. Il y a plein de façons d'y répondre en plus. Alors. Tu peux faire une réponse bullshit, une réponse non bullshit. Ah non, je vais faire non bullshit. Je vais faire un peu. Je vais faire top-down et bottom-up. Alors, top-down, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir. Il y a toujours de l'argent sur le marché, hein, donc, parce qu'il y a des fonds qui ont levé, nous on en fait partie, il y a toujours de l'argent sur le marché. Il y a certains fonds qui sont en renouvellement cette année, l'année prochaine, qui vont souffrir. Donc, il y aura une contraction des liquidités, mais pas un écroulement. Donc, il y aura un peu moins d'argent sur le marché. Et il va y avoir, c'est toujours pareil, hein, le VC, il est un peu taquiné par CLP. Donc, sur la diligence à avoir dans des temps difficiles, elle va être plus accrue. Et donc, les critères des investisseurs vont être resserrés. Donc, forcément, la maille de l'investisseur va être un peu plus resserrée sur les critères. Donc, ça, c'est clair. Il va y avoir une sélectivité un peu plus forte qu'on avait auparavant, pour la double raison que je viens de citer, impact un peu des LP, et puis aussi contraction des liquidités, et donc ça engendre ce type de mécanisme de manière assez naturelle. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et donc, pour répondre à cette question sur cette vision-là, oui, il va y avoir plus d'exigences. Et donc, on peut imaginer que, notamment, je vais prendre l'exemple, parce que pour moi, il y a deux mondes différents. Hein. Il y a, si tu es avant le product market fit, donc si tu es en pré-seed ou début du seed, ou si tu es en série A. En série A, ça va être plus dur. Parce que là, tu faisais du business, tu avais des métriques, et là, tu projettes une activité qui est peut-être compliquée là, dans les 18 mois qui viennent. Et donc, c'est compliqué d'écrire des scénarios de top line avec des scénarios de croissance comme on pouvait les écrire avant, comme on pouvait les prédestiner avant. Donc, forcément, cette deal-là, il va y avoir une diligence plus forte des VC pour dire, bah non, soit je te mets le même ticket, mais je veux des métriques mieux disantes, soit au même niveau de métriques, bah, aujourd'hui, je vais réguler sur le prix. Donc ça, c'est clair. Ça vient du fait que, comme il y a un peu moins d'argent sur le marché, il va y avoir une sélectivité plus forte. Et une sélectivité plus forte va dire qu'on impose plus de critères. Alors, soit à isocritères, eh bien, en fait, à isométrique, tu vas prendre moins de risques sur le prix et sur le ticket à investir. Soit tu dis, bah, en fait, je ne modifie pas. Si tu cherches à lever toujours 5 millions, par exemple, je vais te demander des KPI sur ta top line, sur ta croissance ou sur ta marge supérieure à ce qu'on pouvait faire avant. Ça, très clairement. Et avec aussi un regard différent de dire, entre privilégier la croissance à tout prix, qui était plutôt le modèle qu'on connaissait, bah voilà, là j'ai des bonnes métriques, je lève 5-6 millions, je vais en profiter pour aller ouvrir l'étranger, les US ou tester d'autres catégories de clients. Là, ça va être de dire, attends, ça c'est bien, c'est un peu difficile en ce moment, montre-nous que tu es capable de bien sûr faire de la croissance, mais peut-être pas cette modèle absolu d'hypercroissance, mais d'aller aussi concentrer sur
ta capacité à garder tes clients dans la durée, à structurer des horizons de marge plus rapides que ce qu'on pouvait faire avant. Donc, c'est à la fois resserrer les critères, mais c'est à la fois les aborder d'une manière Ouais. un peu différente. Sur le dernier Voilà. aspect que tu mentionnes, c'est très intéressant que tu parles parce que j'avais une question là-dessus. Je t'avoue que nous, on bosse avec beaucoup de fonds et il y a quelque chose chez les fonds de VC. On a l'impression que vous recevez tous un mémo ou qu'il y a un groupe WhatsApp. On parlait de ça, on rigolait de ça avec Carlos hier. Il y a un groupe WhatsApp avec tous les fonds qui dit bon, bah voilà, on va dire ça. Ok, on se met tous d'accord. Et justement, sur les deux grosses choses qui sont dites beaucoup par les fonds, c'est ça, c'est on va aller vers plus des boîtes qui vont vers de la profitabilité et des business plus sains que de l'hypercroissance. Et il y a un deuxième discours que tu n'as pas dit, mais peut-être que c'est aussi ce que vous faites aussi, c'est des boîtes qui ont plus de sens sur un impact, donc pas forcément faire de l'investissement impact, mais qu'au moins il y ait un sens environnemental, social, sociétal du business qui est le cas. Ça, c'est très bien. Mais est-ce que ça n'aurait pas dû être le cas avant? Est-ce que tu as l'impression que le modèle d'hypercroissance, on s'est planté? On voit une boîte comme Airbnb, formidable succès, on est tous utilisateurs dans le monde entier, etc. Mais pourtant, ils sont en énorme difficulté dans la Silicon Valley aujourd'hui. Ils sont obligés d'emprunter 1 milliard la semaine dernière pour survivre. Voilà, c'est quoi ton sentiment sur le fait qu'il y a un discours qui est celui que tu as donné, par rapport au fait que, en fait, est-ce que c'était pas déjà ça qu'il aurait fallu financer comme boîte? Ouais. Une question de piège, hein. Alors, non, mais non, mais tu prêches un converti. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui me connaissent bien et pour toute l'équipe, moi, je fais partie de ces gens-là. Donc, moi, je vais faire c'est toujours un modèle de croissance, mais moi, je suis très sensible. On a tous des sensibilités différentes quand on est un investisseur. Donc, c'est pour ça que ça doit être, quand on investit, l'entrepreneur, il doit aussi être complètement aligné avec son investisseur. On a tous des préférences ou des barycentres un peu différents. Moi, je garde toujours, c'est important, on peut faire de l'hypercroissance, on appelle comme on veut de la très forte croissance, mais j'étais toujours très sensible au fait qu'on mette sous contrôle la marge opérationnelle, la LTV, la LTV sur CAC, ce que tu veux, il y a plein de métriques, et ensuite la marge d'EBITDA, c'est-à-dire pas forcément d'avoir une marge sur les 12-18 mois, bien évidemment, mais qu'on ait toujours un chemin pour l'atteindre, et qu'on garde ce paramètre comme essentiel dans l'équation de croissance. Ça, c'est ma sensibilité, et elle est encore aujourd'hui, je pense que c'est ce modèle-là qui va être plus généralisé, mais c'est vrai que en fait, c'est assez humain. Quand on ne pose pas de contraintes, si moi j'ai une discussion avec un entrepreneur, j'adore le sujet, j'adore l'entrepreneur, je trouve que le mec ou la nana, elle est top, elle emporte une vision incroyable et j'adore le produit. Si en face, tu as une term sheet qui est avec très peu de conditions, avec un prix très haut et qu'on ne demande pas grand-chose en termes de contraintes sur le budget ou sur le business plan, lié notamment à ça, bah, la réaction humaine de tout le monde, c'est de pas aller se mettre des contraintes quand on ne vous les impose pas, en fait. Donc dans un truc où il y avait beaucoup d'argent, le fait que ça soit compétitif et qu'il y ait beaucoup d'argent, eh bien, en fait, il y avait une attitude où on libérait les contraintes, en fait. On en demandait moins parce que l'entrepreneur, de toute façon, si moi, je lui en mettais une ou si je voulais avoir ce modèle un peu plus… ce qui appelle cerveau gauche, cerveau droit de l'entrepreneur. C'est à la fois, tu demandes à l'entrepreneur de faire de la croissance, d'être en test and learn sur son produit, mais à la fois, tu lui demandes d'avoir un ADN de gestionnaire. Et je pense qu'on va revenir, je pense qu'on va revenir à cette hydre à deux têtes où l'entrepreneur va devoir être à la fois un visionnaire, quelqu'un qui écrit une stratégie pour faire de la croissance et pour aller vraiment sur des marchés globaux, et à la fois d'avoir cet ADN de toujours piloter sa marge. Je prends un exemple dans le portefeuille qu'on a eu. Un des entrepreneurs de notre portefeuille qui a vendu sa société à Sodexo, c'est Patrick Asdaghi de Foodcherry. Voilà. Et Patrick, c'était ça. Patrick, il voulait faire de la croissance. Et au bout d'un moment, il a mis le bon curseur entre de la super hyper croissance sans monitorer la marge et vraiment essayer d'avoir toujours cette ligne de mire sur les étapes qu'il faut faire et les activables pour déclencher de la marge quand c'est nécessaire ou sur certains pays. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu technique, mais forcément, cette posture-là, je pense qu'elle va devenir plus la règle maintenant
que ça ne l'était avant. Mais c'était pour une raison où, parce que l'entrepreneur, il choisissait. Et donc, si un fonds, normalement, c'est plus facile de dire, je te mets un prix élevé, je te mets pas de contraintes sur la term sheet et je te mets pas de contraintes sur la maîtrise de tes Ouais. OPEX. Donc, Quelque part, c'est quelque chose voilà. du coup que vous allez attendre des entrepreneurs qui vont candidater, vous envoyer un Ouais, deck, c'est de montrer cette capacité à être visionnaire, mais bon gestionnaire en cash et ouais, bon visionnaire, ou en tout cas, encore plus qu'avant. sensible sur ces aspects-là. C'est-à-dire, après, c'est pas forcément de faire un Excel, non, mais c'est concerné par ça, sensible et avoir ce pragmatisme-là. Je pense que c'est vraiment important parce que quand tu as des retournements de situation comme maintenant, il faut être en capacité, voilà, déjà de montrer que tes assets, ils sont tangibles, ils sont forts et de pouvoir adopter cette posture-là. Donc, c'est plutôt, voilà, c'est d'avoir cette posture-là et de l'anticiper. Écoute, c'est super intéressant. Il y en a plusieurs petites questions sur les secteurs. Vous, est-ce que vous regardez tout? Est-ce que vous allez regarder pendant cette période des secteurs qui peuvent être favorisés? Voilà, cybersécurité, medtech, ou est-ce que vous restez généraliste? Enfin, comment vous travaillez en ce moment sur le deal flow? Ouais. Alors nous, on n'a mis aucune croix rouge sur aucun secteur. Donc ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'on continue à regarder tous les secteurs. Évidemment, le travel, l'hospitalities, si tu t'apportes une solution pour les hôtels aujourd'hui, voilà, bon, c'est compliqué. Mais on va pas, on n'a pas dit, bon voilà, tel secteur, telle activité, on met une croix, on regarde plus, parce que c'est pareil, il peut y avoir des opportunités fortes. Les hôtels ou les sociétés d'événementiel ou le monde de consommer le loisir va devoir se réinventer. Et comme il va devoir se réinventer, il y a des opportunités pour créer des solutions technologiques qui permettent d'accélérer ces transitions et même ces mutations dans certains secteurs. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a un champ d'opportunité qui est très large. Donc, moi, je ne suis pas un investisseur qui dit je vais compartimenter sur tel secteur. C'est sûr que aujourd'hui, il y a des choses plus évidentes. L'éducation, la santé, tu viens d'en parler. Le fait de donner des outils de travail collaboratifs à distance et de massifier cet usage, bon, bah ça, on comprend bien que ça a plutôt le vent en poupe. Donc, sur des sujets SaaS, B2B, outils de productivité, voilà, il va y avoir des choses qui sont plus naturelles, mais je dirais dans tous les secteurs, il va y avoir des choses. Et en fait, et je pense que, dans la plupart des cas, ça sera sur le long terme. C'est pas juste un effet de. Alors, l'homme avec un grand H a une capacité à oublier son passé, ça on le sait tous. L'histoire montre que on oublie vite, mais je pense quand même il va y avoir un vrai changement d'attitude, de comportement sur notre façon de circuler, de consommer le loisir, d'interagir avec notre prochain, de travailler en entreprise. Donc ça concerne quand même beaucoup de secteurs. Pour C'est moi. très, très clair. On arrive au terme du webinaire. Est-ce que tu as un conseil sur ce qui fait, une question que je pose souvent, une bonne ou un bon CEO, founder pendant cette période de tempête où on sait qu'il y a de l'incertitude, que ça va être plutôt durable? C'est quoi tes conseils? Alors déjà, moi mes conseils, c'est l'humain. Alors ça fait tarte à la crème, mais c'est les équipes, la proximité avec les équipes, le fait que vous êtes voilà, la personne qui va donner le moral, qui va donner du courage à vos équipes. Donc ça, c'est très important. C'est rester. Il y a des décisions qui vont être dures à prendre parfois. Quand vous êtes très fortement impacté, il y a j'ai parlé de réduction des OPEX, ou en tout cas de resizer les OPEX. Il y a des décisions de managers et de CEO qui vont être dures à prendre. Mais garder la bienveillance, le care au centre des débats. Et essayer de faire en sorte de continuer à mobiliser vos équipes et de les faire tirer dans le bon sens. Et si même s'il y a des décisions dures à prendre, je pense que la forme est très importante. Tout peut se dire, tout peut s'entendre, mais il faut être extrêmement bienveillant et intelligent sur la communication. En tout cas, ça c'est un premier point très important en temps de crise. Et les deux autres points, business is everything, donc, mais ça veut dire en temps de crise, choyez vos clients historiques, mettez plus l'accent encore sur le customer support que vous le faisiez avant. Ça ne veut pas dire d'arrêter de faire de l'acquisition, puisque moi, j'ai encore beaucoup de boîtes dans mon portefeuille qui continuent tous les jours à acquérir de nouveaux clients ou de signer de nouveaux prospects. Donc, c'est possible. Mais en effet, profitez de ce temps pour vraiment ancrer les relations avec vos clients historiques, parce que ça va être très valorisé à la fin de la journée.
C'est-à-dire que quand on va sortir des 12-18 mois, vos partenaires, vos clients, vos investisseurs, vous n'allez peut-être pas faire la même croissance que prévu, mais ils vont voir à quel point vous avez été diligent, efficace dans le roll-out de vos solutions chez vos clients, dans le souci que vous avez eu à servir vos clients. Et ça, il va y avoir une valorisation de cette attitude et de cette posture qui sera très importante. Et là, vous allez gagner plein de paris sur les autres en temps de crise. Donc ça c'est un élément qui, à mon avis, est très important à prendre en compte. Et évidemment, le dernier point, mais ça t'en a déjà parlé, on en a parlé, faut apporter aussi, voilà, votre cerveau et de vouloir faire de l'hypercroissance à tout prix, il faut le moduler avec une attitude plus de gestionnaire, plus prudentielle. Faites des scénarios de crise. Dites, bah voilà, là, je suis sur un average plan. Si je bascule en pessimiste plan parce qu'en fait, en septembre, je me rends compte que ça va de mal en pis. Ça, c'est la vie. Il y a des paramètres économiques qu'on maîtrise pas. Eh bien, voilà, anticipez ça pour débrayer des plans plus compliqués, voilà, encore plus protecteur pour votre boîte. Et pareil, faites aussi un plan optimiste pour pouvoir réembrayer sur de la croissance quand vous aurez des KPI au vert qui vous permettent de… Voilà. Donc ça, cette côté gestionnaire aussi est important. Donc, je dirais, c'est ces 3 C'est points. des super conseils, je pense très, très, très importants pour les personnes qui nous écoutent. Comment on peut te contacter sur les réseaux sociaux, rentrer en contact avec toi sur Brega? Alors, vous pouvez faire un mail. Je vous donne mon mail abrégé. C'est max@brega.com. Donc, c'est très simple. Vous pouvez me faire un mail. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Voilà. C'est les deux. Écoute, c'est super. Merci Maximilien. C'était vraiment super intéressant. Tu arrives dans une deuxième vague d'interviews, de webinaires qui sont du coup beaucoup plus précises et je pense très, très important pour les personnes et les entrepreneurs ce prochain mois. Ouais, avec plaisir. Est-ce que je peux passer un dernier message d'optimisme parce que je pense, voilà, moi je suis optimiste parce que, comme je l'ai dit, il y a des belles opportunités qui peuvent se déclencher et je suis sûr que vous recélez de créativité pour le faire. Et je pense que l'investissement va avoir encore de très beaux jours devant lui maintenant sur tout ce qui est notamment précis décide. C'est peut-être un peu plus compliqué pour les séries A parce qu'il y a des métriques. Alors, bien sûr, il y a moins de visibilité sur l'évolution de ces métriques. Donc là, pour des gros tickets, les investisseurs vont être un peu en mode non, le prix, etc. Mais vous avez un fantastique terrain de jeu pour tout ce qui est précis décide, pour avoir du temps pour bosser votre produit, pour bien l'ancrer dans votre marché, pour le tester avec vos clients. Parce que là, vous avez forcément un moment avant d'atterrir en production et avec un niveau de métrique important qui est plus long. Donc, c'est une opportunité pour travailler sur ces modèles-là. Et les investisseurs, je pense, vont revenir à entre guillemets, des choses, quand on est un seed investor, des choses naturelles sur de regarder la tech, de regarder le caractère innovant, de passer du temps avec l'entrepreneur pour bien comprendre comment il veut faire son produit, sa proposition de valeur. Et ça, je pense que du coup, voilà, ça ne va pas du tout ralentir sur cette partie-là. Et même, je pense qu'il y a des belles choses à faire. Donc, moi, je suis très optimiste, notamment sur cette partie de l'investissement qui ne devrait pas être ralentie. Ça fait du bien et je pense que c'est un super message pour terminer. Écoute, bonne journée à toi, bon courage à toutes et à tous, on peut se redire. Voilà, bon courage à tous, merci et n'hésitez pas à me contacter si vous avez moins de questions. On a mis en place aussi un VC Hours où on est une vingtaine de fonds à répondre à des questions. C'est vraiment complètement anonyme, c'est des créneaux d'une demi-heure. Si vous voulez vraiment avoir des questions en one-to-one avec un VC, voilà, vous pouvez le faire, inscrivez-vous. Normalement, tous les VC ont relayé ça sur ces réseaux sociaux. Et comme ça, voilà, vous êtes en one-to-one pendant une demi-heure, vous pouvez poser toutes les questions, c'est complètement anonyme. Et voilà, c'est un joli succès aujourd'hui et les retours des entrepreneurs sont plutôt bons, donc n'hésitez pas. Trop bien, écoute, on le fera avec plaisir. Ça marche, merci Max. Bonne journée à toutes et à tous. Merci et merci de m'avoir invité. Au revoir.